Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Cette semaine, nous accueillons Benjamin Lucas Lundi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, membre du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Exactement. Et face à vous, Vincent Delahaye, bonjour. Sénateur centriste de l'Essonne. Bonjour. Et l'Assemblée nationale va-t-elle voter le budget de la sécurité sociale à l'approche du vote solennel mardi? Ce budget est critiqué à droite comme à gauche, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu met la pression sur les députés, notamment du bloc central. Le Sénat, lui, examine le budget de l'État pour 2026. La majorité de droite et du centre a adopté la première partie du texte sur les recettes, mais en supprimant plusieurs milliards d'euros de hausse d'impôts. Et on parle d'abord du budget de la sécurité sociale qui est examiné à l'Assemblée nationale. Le récit d'Elsa Mondingava. Quand le Premier ministre s'invite dans l'hémicycle, c'est pour multiplier les coups de pression. Je vous rappelle que le gouvernement n'engagera pas sa responsabilité sur ce texte. Est-ce qu'il y a un schéma dans lequel nous pouvons nous permettre qu'il n'y ait pas de projet de loi de finances pour la sécurité sociale ? La réponse est non. S'il n'y a pas de PLFSS voté à la fin de cet exercice, vous aurez globalement un déficit cible en dérive autour de 29 à 30 milliards d'euros. Il faut dire que l'issue du vote sur le budget de la sécurité sociale est plus qu'incertaine. Premier problème, Sébastien Lecornu n'est pas assuré du tout de faire le plein chez ceux qui sont censés soutenir le gouvernement. Je n'ai trouvé aucun de mes collègues en capacité de voter pour le budget tel qu'il nous est présenté en entrée de lecture en séance. Pour plusieurs raisons. D'abord, il ne propose pas de réduction du déficit. Deuxièmement, il repose sur de la nouvelle fiscalité. Et troisièmement, il ne propose pas de mesures de réduction de dépenses. Donc, à date et au regard donc, de ces trois critères, le vote oscillerait entre l'abstention et un vote défavorable. Une position des troupes d'Édouard Philippe, vivement critiquée par les socialistes, qui se retrouveraient presque à défendre le gouvernement. Il y en a marre, franchement. C'est pas possible d'avoir des gens qui se comportent à chaque fois comme si tout leur était dû. Je regrette qu'il y ait des gens qui fassent passer leur ambition personnelle, présidentielle, avant toute forme de considération pour ce que vont vivre les Français. Sébastien Lecornu s'est donné pour mission de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre. Mardi sera une étape décisive pour savoir si, oui ou non, il peut y parvenir. Benjamin Lucas, mardi prochain, mathématiquement, le groupe écologiste et social aura un rôle crucial pour permettre de donner ou non un budget de la sécurité sociale à la France. Vous avez conscience de votre responsabilité ? Oui, quand on est parlementaire, par principe, on a conscience de sa responsabilité sur chaque vote, et encore plus dans une situation où la configuration de l'Assemblée nationale telle qu'elle est issue des dernières législatives suite à la dissolution du président de la République rend chaque vote totalement incertain. Donc ça, c'est une évidence. Après, être responsable, c'est respecter aussi notre mandat constitutionnel, c'est-à-dire voter en son âme et conscience. Notre groupe, comme tous les autres, d'ailleurs, je suppose, délibérera collectivement. Pour ma part, je ne vois pas le chemin qui m'amènerait à m'abstenir ou à voter pour ce budget de la sécurité sociale qui est en contradiction complète avec ce pourquoi je me suis présenté devant mes électrices et mes électeurs. Et donc moi, j'espère qu'avec mon groupe, nous voterons contre. En tout cas, moi, je voterai contre ce budget de la sécurité sociale. Donc ne pas donner un budget de la sécurité sociale au pays, c'est pas un problème pour vous? Mais c'est un problème. Et le problème dans lequel on est, on voit bien, il vient de loin. Il vient de la dissolution décidée tout seul par le président de la République. Il vient de son refus de reconnaître le résultat des élections législatives. Et il vient du blocage de la Macronie, si tant est qu'elle existe encore, dans l'Assemblée nationale, qui a été incapable de construire des compromis sur un certain nombre de sujets. C'est vrai sur la sécurité sociale, c'est vrai sur le budget de l'État. Je prends l'exemple de la taxe Zuckman, par exemple, on en parlera peut-être, qui était un compromis. Elle ne permettait pas à elle seule de rattraper 10 ans de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Ils ont dit niet. À chaque étape qui permettrait un progrès pour les Françaises et les Français, ils ont dit niet. Entendons-nous bien. Ce qui compte pour moi, je sais bien qu'à la fin, c'est pas un budget de gauche. Je ne viens pas, je suis pas naïf en me disant qu'il faut un budget de gauche. Par contre, il faut détricoter le bilan d'Emmanuel Macron, les injustices qui ont été infligées aux Français ces 8 dernières années. Vincent Delahaye, une réaction à ce que vient de dire les arguments de Benjamin Lucas. J'entends que ce n'est pas un budget de gauche, mais ce n'est pas un budget de droite non plus. Parce que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il y ait des efforts qui soient faits en dépenses, et ce n'est pas le cas.
Et alors, ce n'est pas le cas sur le budget de l'État, ce n'est pas le cas sur la sécurité sociale. En réalité, à chaque fois, on se met d'accord sur des augmentations de dépenses et sur des augmentations d'impôts. Donc, il y a un moment donné où cette politique qui est menée depuis 45 ans nous mène dans le mur. Donc, nous, on aimerait beaucoup plus d'efforts sur la dépense. Et quand vous avez un déficit qui était annoncé à 17 milliards, le Premier ministre a dit on ne dépassera pas 20 milliards, maintenant on est à 23, voire 25, et il nous dit s'il ne se passe rien, parce qu'il y aura un budget de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale continuera à fonctionner au 1er janvier. En fait, il y aura des indexations de pensions et de prestations, il y aura la prise en compte des malades et des patients qui viendront. Il n'y a pas, entre guillemets, j'allais dire, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune mesure de redressement. C'est-à-dire que le déficit qu'on cumule depuis plusieurs années, qui n'est pas normal, parce que c'est des dépenses courantes. Qu'on investisse et qu'on s'endette pour investir, ça se comprend. Mais qu'on s'endette pour payer des dépenses courantes, c'est pas normal. Et sans vote de ce budget de la sécurité sociale, selon le gouvernement, selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, eh bien, les comptes sociaux vont dériver avec un déficit de la Sécu, on l'a entendu dans le sujet, qui pourrait avoisiner les 29 milliards, 30 milliards d'euros, une perte de contrôle du financement de notre modèle social. Benjamin Lucas-Lundi, vous ne pouvez pas prendre un tel risque en ne votant pas ce texte. Non, mais c'est pas moi qui gouverne, c'est pas moi qui ai proposé une copie initiale qui ne pouvait pas rassembler une majorité à l'Assemblée nationale et dans le pays. C'est pas moi qui, depuis les résultats des élections législatives, ai tout fait pour garder le pouvoir. Ce sont les macronistes et M. Lecornu est le collaborateur en chef du président de la République. Le débat qui a été posé par mon collègue sénateur est en réalité le débat qui a été esquivé dans cette séquence parlementaire. C'est comment on résorbe le déficit de la sécurité sociale. Et moi, j'ajoute une question, qui est pour moi la centrale, comment on répond aux besoins de nos compatriotes en matière sanitaire, en matière sociale. C'est un débat historique qui a séparé la gauche et la droite depuis 50 ans dans ce pays. Nous considérons que les besoins de nos compatriotes sont forts, sont élevés, qu'ils ne sont pas couverts aujourd'hui par le volume des dépenses tel qu'il est, qu'il faut augmenter les dépenses de la sécurité sociale, de protection des Français, qu'il faut investir pour l'hôpital public, par exemple, qu'il faut investir pour les minima sociaux, qu'il faut, par exemple, aujourd'hui, le fléau de notre société, c'est le non-recours au droit. Vous avez des gens qui ont droit à des aides sociales pour survivre, qui n'y accèdent pas parce qu'ils ne font pas les démarches qu'il faut, parce qu'ils ne peuvent pas les faire, parce que tout est organisé pour qu'ils ne les fassent pas, par exemple. Et donc, il faut mettre des moyens. Et donc, pour résorber le déficit, vous avez deux solutions. Économiquement. Vous avez la réduction de la dépense, ça veut dire taper les Françaises et les Français, réduire leur protection. Ou vous avez l'augmentation des recettes. C'est ce que nous avons proposé et c'est ce qui a été refusé par la droite. Je le comprends tout à fait. Moi, je crois aux convictions. Tout à l'heure, j'entendais Olivier Faure accuser les uns et les autres d'avoir des ambitions présidentielles, comme si personne à l'Assemblée nationale, au Sénat, n'avait d'ambition pour rien. Mais il y a des convictions. Monsieur Édouard Philippe, c'est un homme de droite qui défend des convictions de droite. Je les respecte. Les miennes sont incompatibles avec les siennes parce que moi, je crois qu'il faut aller chercher du côté des recettes, c'est-à-dire mettre à contribution les hauts patrimoines, les plus fortunés, les grandes entreprises, pour financer un modèle de protection sociale à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Comment on réduit le déficit qui reste abyssal et qui risque de s'envoler de la sécurité sociale ? À la fois la sécurité sociale et de l'État. Hein, les deux sont dans des situations catastrophiques. Et là, on parle du budget de la Sécu. Sur la Sécu, forcément, il faut réduire des dépenses. Parce que si vous ne réduisez pas des dépenses, on a augmenté, par exemple, la rémunération des soignants avec le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il a coûté 13 milliards. En fait, il n'était pas financé. Vous trouvez qu'ils sont bien payés, les soignants ? Moi, je proteste. Il faudrait comparer au niveau européen. Moi, j'avais demandé à ce qu'on ait une étude comparative au niveau européen. On ne l'a jamais eu. Alors donc, après ça reste très subjectif, tout ça. Mais on peut décider d'augmenter les soignants. Mais à ce moment-là, il faut trouver les recettes en face. Et où est-ce qu'on les trouve ? On ne les a pas trouvées. En l'occurrence, on a augmenté sans trouver de recettes. Alors après... Moi, je pense qu'on est très redistributeur en France. On est sans doute le pays au monde qui redistribue le plus. Ça veut dire qu'on a 2 Français sur 3 qui touchent plus de la collectivité qu'ils ne versent. Donc déjà, c'est très compliqué. Les allocations. Les allocations, les impôts, si on compte tout, en fait, il y a 2 Français sur 3 qui touchent plus qu'ils ne versent à l'État. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Vous parliez tous les deux d'augmenter les recettes. C'est intéressant parce que dans le débat à l'Assemblée nationale jeudi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réussi à trouver un compromis sur une hausse de la CSG sur le capital qui a été demandé par la gauche, mais en excluant les petits épargnants, notamment les plans d'épargne populaires. Benjamin Lucas-Lundi, ça prouve que le compromis est possible à l'Assemblée sur ce budget de la Sécu. Non, au-delà de ça, il y a plein de fois où on raconte qu'il y a un compromis. Par exemple, sur les franchises médicales, on vous annonce une horreur, on arrive en vous disant attention, je vais vous couper le bras, puis à la fin, non, on vous coupera que le petit doigt. Et un non-recul n'est pas une avancée. Voilà. Là, en l'occurrence, nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la mise à contribution des plus hauts patrimoines, des plus riches, ou par exemple de l'héritage.
monsieur décrit une réalité sur l'absence de financement d'un certain nombre de mesures, je le rejoins. Moi, je crois qu'il fallait le Ségur, il faut augmenter les soignants. Il faut aujourd'hui des moyens pour nos hôpitaux qui sont dans un état lamentable. Il y a des gens qui meurent sur des brancards aux urgences. La question, c'est comment, effectivement, on le finance. Moi, sur la hausse de CSG sur le capital, 1,5 milliard, c'est déjà ça. C'est presque rien, pardon, mais les besoins aujourd'hui, pour mettre l'hôpital public à un niveau décent, pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus des Français qui meurent sur des brancards, pour qu'aujourd'hui, nos soignantes et nos soignants ne soient plus dans un niveau de saturation tel, c'est pas ce 1,5 milliard qui va régler cela. Donc moi, je crois en effet qu'il faut revenir sur les cadeaux, sur les offrandes fiscales qui ont été faites aux plus fortunés dans notre pays, qu'il faut regarder ce qui se passe aussi. Vous parliez d'évolution sur 40 ou 50 ans. Les inégalités ont augmenté. L'ultra-richesse d'aujourd'hui ne ferait pas lire de jalousie les ultra-riches d'il y a 30 ou 40 ans. Parce que le patrimoine est accumulé, accaparé par quelques-uns. Et en matière sociale notamment, il y a tellement d'exonérations. On parle des impôts, mais il y a tellement d'exonérations, tellement d'optimisation fiscale, tellement de niches fiscales qui font qu'aujourd'hui, beaucoup échappent à leur juste part d'impôts. Vous entendez ce que dit Benjamin Lucas, il vaut mieux rien du tout plutôt que juste 1,5 milliard. Vous lui répondez quoi? Je n'ai pas dit ça. 1,5 milliard de hausse de la CSG pour le compromis. Voilà. Est-ce que c'est ça la solution pour baisser le déficit de la Sécu? Le compromis est toujours possible, mais là, on a l'impression que c'est le grand écart qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de concessions qui ont été faites au Parti socialiste, qui ne pèsent quand même pas énormément dans le pays. Mais simplement, on a l'impression, et il y a beaucoup de personnes à droite et au centre qui ont le sentiment ce gouvernement a fait surtout des concessions au Parti socialiste. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on sente qu'il y a des concessions de l'autre côté. Une dernière question sur le PLFSS, sur le 49.3, Benjamin Lucas, ce passage en force constitutionnelle sur le budget par le gouvernement. Sébastien Lecornu y a renoncé, mais est-ce que ce n'est pas la seule solution pour donner un budget au pays à la fin de l'année? Je ne fais pas de fiction. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas recours. Donc, je vais faire confiance à la parole du Premier ministre. Il faut quand même essayer de faire un effort, d'être constructif. Oui, mais beaucoup lui demandent d'assumer le 49.3 pour qu'il y ait un budget à la fin. Beaucoup, j'en entends pas tant que ça en réalité. Oui, le 49.3, il est aujourd'hui, je pense, réclamé par une part de ses troupes parce qu'il n'y a plus de socle commun. C'est le disloque commun. Vous avez des gens qui ont dit, mais quand même, ça pose un vrai sujet démocratique. Parce que pourquoi M. Lecornu est à Matignon? Parce que le président de la République, quand il a reçu les forces de gauche et écologistes qui demandaient à gouverner, qui demandait à être dans cette situation difficile de chercher un compromis avec les autres. Le président de la République a dit non, il y a une coalition alternative au nouveau Front populaire. C'est l'union de la Macronie et de LR. Il y a eu un premier coup de canif dans tout ça, c'est M. Retailleau qui a dit je ne veux pas me retrouver dans ce gouvernement. Et donc LR, finalement, ne participe pas de ce gouvernement. Il y a des membres de LR qui y sont, mais qui ont été suspendus, je crois, de leur famille politique. Bon, vous avez ça d'un côté, et puis vous avez, même dans la Macronie en elle-même, M. Édouard Philippe et M. Gabriel Attal, les deux anciens premiers ministres du président de la République, qui lui tirent dans le dos tous les jours. Donc on voit bien que tout ça ne tient pas. Mais c'est un vrai scandale démocratique, parce qu'en fait, il gouverne avec une légitimité démocratique, une assise parlementaire qui est la plus faible de l'histoire de la Ve République. Il n'a presque pas de troupes au Sénat, et il n'en a presque plus à l'Assemblée nationale. Vincent Delahaye, sans majorité, comment un gouvernement peut-il utiliser le 49.3 sans risquer une menace de censure? Peut-être qu'il risque une censure, parce que quand on utilise le 49.3, on risque toujours la censure, puisque s'il n'y a pas de censure, le texte est adopté. Qu'il l'utilisera? Moi, je pense qu'il a eu tort de se priver forcément de cela, de prendre comme principe qu'il ne l'utiliserait pas. Après, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas, à un moment donné, moi je pense qu'il ne va pas l'utiliser, puisqu'il a suffisamment répété qu'il n'allait pas l'utiliser, qu'il ne va pas se dédire aujourd'hui. Mais je pense que c'est un outil qui pourrait permettre de faire adopter des textes, et qu'à un moment donné, quand on n'a pas de majorité, il faut bien utiliser certains outils. Alors, pendant ce temps, la Haute Assemblée, le Sénat examine le projet de loi de finances, le budget de l'État pour l'année prochaine. La majorité de droite et du centre a remanié ce texte, notamment en supprimant la hausse d'impôts exceptionnelle sur les grandes entreprises. Cécile Sixou. Votant 345, exprimé 303 pour. Jeudi, avec 198 voix pour et 105 voix contre, le Sénat a voté la première partie du budget, la partie recettes. Les sénateurs ont complètement revu la copie du gouvernement. Elle prévoyait 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires. La majorité de droite l'a réduite de moitié à 7 milliards d'euros. Le Sénat a totalement remanié la copie initiale du gouvernement et il a complètement évité également, le Sénat, de rentrer dans l'hystérie fiscale, ce que le président Gérard Larcher a appelé l'hystérie fiscale de l'Assemblée nationale. Et en effet, nous avons choisi d'éviter des prélèvements extrêmement lourds pour les Français et dangereux pour la croissance économique. Pour les sénateurs, la fiscalité voulue par le gouvernement a été jugée trop sévère envers les entreprises, notamment la surtaxe sur les bénéfices qui devait rapporter 4 milliards d'euros. Les sénateurs de droite l'ont rejetée.
À gauche, on dénonce une mesure démagogique. Que la droite s'adonne à une forme de surenchère pour donner des gages à ce qu'elle pense lucratif pour son électorat est une chose. Il me semble que nous devrions tous nous accorder sur tous les bancs de cet hémicycle pour reconnaître qu'une contribution des très grandes entreprises, telles que les grandes banques ou les grands énergéticiens, est nécessaire dans le moment particulièrement difficile que nous connaissons afin de combler les trous de ce budget. Le Sénat est aussi revenu sur l'effort demandé aux collectivités. La copie du gouvernement prévoyait 4,6 milliards de prélèvements. Elle a été divisée par 2 et ramenée à 2 milliards d'euros. En revanche, la majorité sénatoriale assume demander plus d'efforts aux classes moyennes. Les sénateurs ont notamment voté le gel du barème des impôts sur le revenu, sauf pour la première tranche. On préserve toujours ceux de nos compatriotes qui sont les plus précaires, évidemment, et on essaye de faire en sorte de passer ce moment difficile qui va nous emmener jusqu'en 2029, où on doit arriver à l'objectif de 3% du PIB maximal. Donc il faut, on l'a dit, des recettes, quelques recettes supplémentaires. Pour arriver à l'objectif de 5% de déficit malgré la baisse des recettes, les sénateurs comptent sur la partie dépenses pour trouver des économies supplémentaires. Vincent Dolay, on sent que la majorité de droite et du centre du Sénat est d'abord là pour voter son budget et pas forcément pour déjà travailler à un compromis avec la gauche pour faire passer au final le budget au Parlement, car c'est quand même ça l'objectif. Déjà, il faut effectivement qu'on exprime nos convictions. Et c'est normal qu'on vote en fonction de nos convictions. Notre conviction, c'est qu'il faut faire plus d'efforts en dépenses qu'en recettes. Qu'on a déjà le pays qui dépense le plus d'argent public et qui a le taux d'impôt le plus élevé. Donc à un moment donné, il faut, à partir de ce diagnostic, se dire on travaille sur la dépense. En fait, on n'a jamais travaillé sur la dépense. Donc on n'a jamais réduit la dépense publique. En 2025, on augmente la dépense publique de 50 milliards. Il faut quand même que nos compatriotes l'entendent bien. Donc 50 milliards d'augmentation et les efforts qui ont été faits ont été uniquement sur des augmentations d'impôts. 25 milliards d'augmentation d'impôts, donc à un moment donné, et 0 en dépenses. Donc à un moment donné, il faut renverser cette logique-là, et c'est ce qu'on cherche à faire au Sénat. Après, on pourra discuter bien sûr avec l'Assemblée, avec le gouvernement, ce qui me paraît normal, mais c'est normal qu'on pose nos convictions. D'autant qu'il y a quand même des hausses d'impôts dans ce budget remanié par le Sénat. Il y a des hausses d'impôts, Benjamin Lucas, dans ce budget réécrit par le Sénat. Sur les hauts revenus, les géants du numérique, une taxe sur les holdings pour dissuader de faire de l'optimisation fiscale, finalement, ça peut être une base de négociation avec la gauche. Mais elles sont, encore une fois, très symboliques. Quand nous avons proposé la taxe Zuckman, de mon point de vue, c'est une proposition de compromis, parce que la taxe Zuckman, même dans ses hypothèses de rendement les plus élevées, ne suffisait pas à compenser les 8 années de cadeaux fiscaux, d'offrandes fiscales que nous venons de vivre à l'égard des ultra-riches et des grandes fortunes. J'entends ce que mon collègue dit sur la dépense, mais la dépense publique, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Moi, je considère qu'investir dans la transition écologique, protéger nos services publics, protéger les Français à travers des recrutements dans la police nationale, que tout ça, c'est de la bonne dépense. Qu'en revanche, par exemple, vous êtes sénateur, au Sénat, il y a eu un rapport commis par le sénateur Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises. Est-ce que dans les 211 milliards d'euros versés chaque année en exonération de cotisations, en cadeaux fiscaux ou en aides publiques directes aux grandes entreprises, est-ce qu'il n'y a pas là, je ne dis pas qu'il faut les supprimer intégralement, mais est-ce qu'il n'y a pas là matière, en les conditionnant, en les contrôlant mieux, à récupérer quelques milliards dont on aurait besoin. Donc moi, je n'ai pas d'hostilité dogmatique à la réduction de la dépense. Encore faut-il savoir laquelle. Par contre, je suis totalement contre une réduction des dépenses de ce qui permet de protéger les Français. Et je suis même pour augmenter les moyens pour la bifurcation écologique qui est nécessaire et pour les protections sociales, éducatives ou de sécurité des Françaises et des Français. Vincent Dolay, il faut chasser les mauvaises dépenses comme le mauvais cholestérol, notamment certaines aides publiques aux entreprises. Je viens de sortir un ouvrage sur des économies en veux-tu en voilà, donc il y a de quoi faire quand même dans le budget de l'État, comme dans la sécurité sociale. Il y a de quoi faire en France pour réduire la dépense, pour nous permettre de vivre mieux. Alors les entreprises, bien sûr, on dit toujours les entreprises, on va les taxer, on taxe le capital. Là, on propose pratiquement de taxer le capital à 60%. Entre la contribution exceptionnelle qu'on a supprimée, nous, sur l'IS, plus la CSG, sur les sociétés, plus la contribution différentielle sur les hauts revenus, en fait, on arrive à 60%, ce qui est le record du monde en termes de taxation du capital. Il faut savoir que le capital, on en a besoin pour faire tourner les entreprises. Et que les entreprises, c'est elles qui créent des emplois et qui peuvent augmenter les salaires. Donc les gens disent on n'a pas assez de salaire, on n'a pas assez d'emplois, mais en réalité, si on pénalise les entreprises, on pénalise l'emploi et on pénalise les salaires. Mon cher collègue, est-ce que les 10 années que nous venons de vivre, de cadeaux aux grandes entreprises, d'allègement de cotisations, tout le monde s'accorde à dire que la politique
politique d'Emmanuel Macron, politique de l'offre, était une politique très laxiste à l'égard des grands groupes et des grandes entreprises. Est-ce qu'elle a permis une augmentation des salaires et des conditions de travail? Non. Elle a permis de réduire le chômage, elle a permis de maintenir quand même le pouvoir d'achat moyen, hein, je dis bien moyen, parce qu'après il y a des différences, mais moyennement, le pouvoir d'achat a progressé en moyenne. Donc là, il vient de baisser. Hein. Il vient de baisser à cause de quoi? Si vous avez regardé l'INSEE, c'est à cause des impôts. Les impôts qui ont été augmentés, le pouvoir d'achat a baissé. Une question, Benjamin Lecas, justement. C'est bien que les hausses d'impôts dites exceptionnelles ont tendance à s'installer dans le temps, à devenir permanentes. Pourquoi je ne suis pas pour des hausses exceptionnelles, je suis pour des hausses structurelles, mais organisées. Du coup, cela augmente l'instabilité fiscale et donc économique. Ça, vous assumez? Oui, j'assume. Vous j'assume. comprenez que la démocratie par nature est instable. Voilà, la démocratie par nature est instable et très instable en ce moment. Et la configuration politique telle qu'elle est, elle résulte pas de mon fait. Hein, elle résulte du choix du président de la République de dissoudre et puis elle résulte de notre mode d'élection, de ce qu'ont décidé les Françaises et les Français dans 577 circonscriptions. Et c'est ainsi. Et il faut faire avec. Là encore, je vais reprendre ma métaphore du cholestérol. Vous m'en excuserez pour ce matin. Avant les fêtes de Noël, c'est un peu cruel, mais pareil, la stabilité, il y a la bonne et la mauvaise stabilité. Moi, la stabilité de la politique d'Emmanuel Macron ou la stabilité telle qu'elle est entendue par mes collègues sénateurs avec le budget qu'ils ont, eux, proposé à l'issue de l'examen de leurs travaux, c'est pas une stabilité qui me convient. Voilà, donc le choix, il est de ce point de vue-là. Il est d'abord du point de vue du fond des idées et des propositions que nous défendons et pour lesquelles nous nous battons en conviction et en sincérité. Parce que quand même, derrière tout ça, c'est pas une affaire de tambouille politique, c'est pas une affaire de stabilité ou d'instabilité, c'est quelle politique voulons-nous pour le pays et pour les Français. Et chaque conviction est respectable de ce point de vue-là. Et puis Vincent Delay, vous parliez des dépenses. Le Sénat va examiner les différentes dépenses de l'État, les différents crédits des ministères et prévoit quand même des coupes budgétaires drastiques, notamment le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. C'est une vieille recette qui avait notamment été utilisée par Nicolas Sarkozy. Ça peut marcher encore aujourd'hui? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que sur pas mal de secteurs, on peut. Alors bien sûr, parce que souvent on nous cite les policiers ou les enseignants. Non, les policiers et les enseignants, ils sont opérationnels. Par contre, on a pas mal de fonctionnaires qui ne sont pas opérationnels, qui font des études, qui font des rapports, qui se terminent dans les tiroirs. Donc à un moment donné, il faut faire le nettoyage. Si vous trouvez qu'on lit pas assez les rapports, il faut les lire. Faut tirer des préconisations. Moi, je connais des fonctionnaires qui font des rapports qui se terminent dans les tiroirs et qui font un rapport par mois. Et voilà, ils sont payés à faire un rapport par mois qui termine dans le tiroir. Donc à un moment donné, il faut faire du ménage là-dedans. Il y a des fonctionnaires inutiles aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a besoin de redresser les comptes publics. Donc, on a des comptes publics catastrophiques. Et pour répondre à la question, il y a des fonctionnaires inutiles? Moi, je pense. Je pense qu'il y a des fonctionnaires inutiles. On a augmenté de façon considérable le nombre de fonctionnaires. On prévoit encore de les augmenter en 2026, alors qu'on a un déficit de 130 milliards. Et on prévoit encore d'augmenter, on ne sait pas comment on les paye. Benjamin Lecas va vous répondre. C'est extrêmement grave ce que vous dites, parce que vous jetez en pâture comme ça les gens dont l'engagement est de défendre le service public et l'intérêt général. Je n'ai pas parlé de l'ensemble des fonctionnaires. Quel que soit ce qu'ils font, monsieur, parce que même quand vous travaillez dans un bureau, comme vous dites, moi je n'aime pas cette démagogie, ce populisme à bon compte à l'égard des fonctionnaires. Même quand vous travaillez dans un bureau pour organiser, par exemple, la façon dont on fournit en équipement un commissariat de police, eh bien effectivement, vous n'êtes pas sur le terrain à protéger les Français, mais vous contribuez à ce qu'on puisse les défendre bien. Quand vous êtes dans un hôpital en situation de gérer les achats de matériel hospitalier, eh bien vous êtes tout aussi important dans la chaîne médicale à l'hôpital. Et à cause de quoi? À cause de notre réglementation. On a une réglementation qui est très compliquée et du coup, ça oblige à avoir une administration qui est trop forte. Donc il faut réduire la réglementation. Mais je termine. Donc moi, je crois qu'il n'y a aucun fonctionnaire dans ce pays qui soit inutile et je veux les défendre. Et par ailleurs, nos fonctionnaires, ils sont mal payés, ils sont maltraités. L'État est un mauvais employeur. L'État est un employeur qui maltraite aujourd'hui ceux qui sont ses serviteurs et qui sont les serviteurs de l'intérêt général. Votre modèle, votre idéal, c'est finalement la privatisation de tout. Non, pas du tout. Ou de presque tout. Vous caricaturez, là. J'ai rien dit de tel. La droite, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, ça a été des vagues de privatisation. J'ai rien dit de tel. Donc, moi, je suis au contraire pour qu'on défende l'intérêt général et les services publics. Si vous voulez chercher des choses inutiles à supprimer, je vais être volontiers provocateur ce matin. Je ne sais pas si le Sénat, ça sert à quelque chose, voyez-vous, par exemple, parce que le Sénat est une assemblée intrinsèquement conservatrice et réactionnaire. On l'a vu avec les choix budgétaires. Et ça coûte, les collectivités locales n'ont pas besoin de représentants. Et ça coûte un peu d'argent. Et la réponse, un peu d'argent. Moi, je défends les maires de ma circonscription. Je sais pas. La réponse de Vincent Delay à ce propos de Benjamin Lecas lundi, un poil provocateur sur le Sénat. Mais je pense que c'est une vraie question démocratique. Moi, je pense que le Sénat est utile. Je pense que le Sénat représente les collectivités locales, que l'Assemblée le représente de moins en moins. Avec la fin du cumul des mandats, ce qui a été une erreur monstrueuse, les parlementaires, et notamment les députés, sont assez déconnectés de la base. Et ça, je pense que c'est pas bon. Pardon, juste, voilà. C'est intéressant parce qu'on touche à une mesure d'économie et de démocratie. Vous parlez de la base. Moi, il y a 27 000 personnes qui
qui ont voté pour moi au deuxième tour des élections législatives. Combien de suffrages avez-vous recueilli, vous, pour être élu sénateur? Moi, à Massy, quand j'étais maire de Massy, j'étais 22 ans maire de Massy. Je ne parle pas du municipal, je suis au contraire pour qu'il y ait plus de pouvoir pour les collectivités locales. J'ai géré une collectivité. D'accord, c'est pas ma question. Moi, je pense que c'est important. Combien d'électeurs? C'est important d'avoir des géré grands une électeurs, donc collectivité. forcément, il y en a moins. Combien d'électeurs? Combien d'électeurs? Moi, à Massy, ce sont des grands électeurs, c'est pas forcément le sujet. J'en avais 10 000. Pour être élu sénateur? Seulement à Massy, 10 000. Moi, je vous parle pour être élu sénateur. Vous voyez, donc il y a un sujet aussi démocratique. Qui représente qui? Pardon, mais ça pose dans le débat budgétaire. On met à égalité l'Assemblée et le Sénat. Pardon, mais le Sénat, structurellement, parce que le mode d'élection des sénateurs est antidémocratique, ne représente pas aujourd'hui les aspirations du pays. Le sujet, c'est pas forcément les élections sénatoriales. Non, mais les Français disent, on veut la justice sociale, on veut la justice fiscale, et vous avez le Sénat, chambre conservatrice qui bloque cela. Justement, le Sénat va voter son budget, mais est-ce que ça peut aboutir à la fin au Parlement? Moi, je pense que le Sénat est important dans la République. Qu'on ait un biparlementarisme, c'est important. Et qu'on ait 2 chambres, et qu'on ait 2 chambres, c'est très important. Alors, est-ce qu'on aura un budget à la fin? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien à ce stade. Merci beaucoup à vous deux d'avoir animé ce débat très animé mais courtois. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Ciao, ciao.